Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Donc, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Nous travaillons sans le savoir, l'ensemble humain travaille sans le savoir, à créer le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. L'humanité a le temps. Ce paradis, on peut s'en faire une petite idée. C'est la fin de l'homme, loup pour l'homme, un homme entièrement pacifié, un homme qui ne représente plus un danger, ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. La fin des frontières, la paix universelle, l'accession à la fraternité absolue, la mise en commun de tout. Voilà. Et on voit qu'il y a déjà des prémices qui montrent cette orientation. L'humanité commence à mettre sous l'idée de patrimoine universel, les chefs-d'œuvre depuis un moment avec l'UNESCO, etc. Mais également, on commence à penser à y mettre les forêts, les rivières, la mer, les océans, l'espace, de manière à ce que plus personne ne puisse se les accaparer d'abord, et puis en faire les dégrader au détriment de l'ensemble humain. On sait maintenant que l'impact, que l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, même sur ce qu'il possède en réalité. Si les pays dont dépend l'Amazonie, la forêt amazonienne, se décidaient de couper cette forêt, de la raser pour faire un désert, l'humanité ne l'accepterait pas, évidemment. Donc, on va aller vers cette mise en commun de l'ensemble humain. Ça prendra du temps, bien entendu, mais c'est ce qui, selon moi, attend l'humanité. Donc, on va vers cette mise en commun. Donc, la fin, en somme, de la propriété privée. Et donc c'est un peu l'opposé du libertarisme tel qu'il est prôné aujourd'hui par la Silicon Valley, qui s'appuie un peu, je crois, sur l'anarcho-capitalisme, et on travaillera un petit peu là-dessus, de Murray Rothbard. J'ai déjà fait une petite partie de la vidéo, mais on reprendra l'analyse de son texte, vraiment, pour voir dans quelle mesure il est fiable, dans quelle mesure on peut prendre des choses intéressantes, etc. Et puis repousser certaines choses qui ne sont pas comprises. Alors, deux choses que je voulais dire, c'est que ces idées anarchistes, celles de Murray Rothbard, celles de Ayn Rand, par exemple, qui étaient un peu à l'origine de ces pensées, eh bien, il faut penser qu'elles ne s'appliquent peut-être plus aujourd'hui. Après, il y a une grande différence entre le monde des années 20 ou des années 60 et le monde aujourd'hui. Il y a le danger de la planète dont on ne connaissait pas à l'époque l'impact. Et donc, un capitalisme débridé, par exemple, ne pourrait plus être prôné réellement. Même s'il y a une tendance à le remettre en place, là, mais malgré tout, il tient compte des changements climatiques, etc. Il y a tout un... Donc, il y a des choses qui sont dépassées, qui ne peuvent plus être appliquées aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que là où, sans doute, les libertariens ont raison, et enfin, ont raison
au moins la révolte libertarienne a raison, la révolte libertarienne contre l'État, mais en réalité, c'est contre les dérives de l'État, parce que l'État, effectivement, il est devenu une machine dans les démocraties qu'on doit nourrir, qui abuse. On le voit bien, hein, on se rend compte là. On commence à éclairer, en France par exemple, on commence à éclairer tous les abus qu'il y a derrière l'État, derrière les hommes politiques. En fait, leur manque de vision pour l'ensemble du peuple, leur manque de vision démocratique d'ailleurs, puisqu'ils ils reconnaissent pas forcément les résultats des urnes, etc. Il y a tout un tas de choses. Et on voit à quel point le système s'est corrompu. Mais tout système de pouvoir se corrompt. Voilà, c'est simple. C'est que il y a une grande différence entre les hommes politiques aujourd'hui, en France, et les hommes politiques du comité de la résistance de l'époque de Gaulle, par exemple. Et un peu, voilà, les idées qui sortaient de la guerre avec les idées généreuses et puis un désir de vraiment travailler pour le peuple. Et aujourd'hui, mais parce que les choses se sont corrompues, c'est simple. Et donc, il y a peut-être moyen, sans partir dans un anéantissement prôné par les libertariens de l'État, il y a moyen de le rééthiquer, de lui redonner de l'éthique, de lui redonner de la morale, de lui redonner de l'ambition démocratique et des grandes valeurs, quoi. Les Grecs, pour les Grecs, il y avait un État. Ils ont réfléchi à quasiment toutes les opportunités politiques, les Grecs de l'époque. Il y avait une énergie folle de créativité pour trouver le meilleur modèle. On l'a vu avec en réfléchissant à la République de Platon. Mais ça a été le cas de beaucoup de philosophes de l'époque. Et ils ne prônaient pas la fin de l'État. Simplement, ils avaient trouvé des organisations qui faisaient que on ne pouvait pas abuser de l'État. Ceux qui l'incarnaient, ceux qui incarnaient la politique de l'État, ben, ils étaient pas payés, etc. Donc, alors, ce qui donnait le fait qu'il fallait avoir les moyens, c'était une sorte de libéralisme, hein. Il fallait être assez riche, c'était une sorte d'oligarchie, on va dire. Il fallait être assez riche pour pouvoir faire de la politique, pour pouvoir influencer la politique. Je pense que c'est ça. Je connais pas assez bien l'histoire, mais voilà, faudrait le vérifier. Mais il y avait ce problème-là. Ça, on peut le dépasser. On peut allouer un salaire basique, mais sans que ça soit attractif pour un être humain de faire de la politique et de passer sa vie en politique, d'être payé, bien payé, etc. pour faire de la politique. Il y a moyen de réduire ces choses-là. Je pense que dans les pays scandinaves, ils ont compris ils peuvent appliquer ce type de choses. Donc on peut prendre exemple sur ça, et à ce moment-là, on peut réduire les problèmes engendré par l'exercice de pouvoir quand il s'essouffle. Quand la démocratie s'essouffle, on peut la régénérer avec des nouvelles valeurs. Et on voit à quel point ils ne veulent pas toucher sur leurs privilèges. Et donc, on est victime, en somme, de leur pouvoir, du pouvoir des hommes politiques qui font les lois et qui ne veulent pas changer leur modèle. Donc, c'est soit il faut amener des politiques, entre guillemets, révolutionnaires qui, s'ils ont le pouvoir, vont faire changer les lignes,
soit trouver le moyen pour obliger l'État de se réformer et de devenir vraiment éthique. En fait, c'est ça l'intérêt. Mais c'est là où on voit que la réflexion de Murray Rothbard, elle est pas idiote. Hein. Il y a de quoi critiquer l'État, il y a de quoi critiquer le système quand il s'essouffle et qu'il se régénère pas suffisamment, qu'il évolue pas suffisamment. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo et on va essayer de lire. Il y a une personne qui s'appelle, alors je ne sais pas son nom, mais il a lu toute la pensée de Murray Rothbard, l'anatomie de l'État, ça s'appelle. C'est un podcast sur YouTube, et donc on va utiliser sa lecture, et parce qu'elle est bien, il parle très très bien. J'ai pas les moyens de parler aussi bien, donc de lire à la place. Et puis comme ça, on va pouvoir essayer de pointer du doigt ce qui était intéressant dans la vision de Murray Rothbard, ses critiques, etc. Et ce qui ne peut pas être appliqué, tout ce qui doit être critiqué, à mon sens, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes politiques qui se réclament, qui commencent à se réclamer de lui. Milei en Argentine, Trump, etc. Donc, c'est important d'avoir une vision de sa philosophie, en somme, de ses propositions libertariennes. Donc, on verra ça à la suite. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.